Une bascule fulgurante surgit et rompt d'un coup les repères établis, comme si l'ancien centre du monde perdait soudain son axe. Deux chiffres avancent désormais en sens opposé. Industrie britannique qui stagne, énergie africaine qui s'étend. Et ce décalage transforme un simple graphique en alarme géopolitique. Que révèle vraiment cette fracture pour les économies déjà fragilisées et que signifie-t-elle pour une figure comme Ibrahim Traoré lorsqu'un continent longtemps périphérique devient un pôle convoité? Car derrière ces courbes, ce sont des emplois, des alliances et des marges de manœuvre qui se déplacent, silencieusement mais sûrement. Cette analyse promet de dévoiler pourquoi l'écart entre un Royaume-Uni fragilisé et une Afrique en expansion n'est plus une simple oscillation conjoncturelle, mais une redéfinition silencieuse des rapports de force économiques. Au cœur de cette promesse se trouve un bénéfice essentiel, une grille de lecture précise et opérationnelle, capable d'éclairer les mouvements souterrains qui réorganisent déjà les trajectoires nationales et les logiques d'investissement. Ce réalignement mondial ne se limite pas à des courbes abstraites. Il touche l'énergie, la démographie, les infrastructures critiques et les choix industriels qui conditionnent la prospérité à long terme. Les enjeux deviennent tangibles dès lors que les leviers, énergie stable, corridors logistiques, capacité industrielle, dynamique démographique, glissent hors de l'orbite traditionnelle des puissances établies. Micro-hook, lorsque deux trajectoires divergent suffisamment longtemps, ce n'est plus une crise, c'est une nouvelle carte du monde. Ce texte montrera comment ce décalage s'est formé, pourquoi il s'accélère et quelles marges de manœuvre restent aux acteurs publics, privés et citoyens face à un système qui se recompose en profondeur. La divergence que l'on observe aujourd'hui n'a rien d'un accident récent. Elle s'est construite sur plus de 15 années de signaux silencieux que beaucoup n'ont pas su interpréter. Et ce chiffre, 15 ans d'écart cumulatif, suffit déjà à révéler la profondeur réelle du réalignement, là où des dirigeants africains, tels qu'Ibrahim Traoré, ont perçu l'amorce du basculement bien avant qu'elle n'apparaisse dans les tableaux macroéconomiques. Ce glissement commence lorsque la productivité industrielle britannique, immobile presque une décennie, cesse de jouer son rôle d'amortisseur historique. Les bilans bancaires post-2008 révèlent des pertes récurrentes, les usines des Midlands tournent en sous-capacité chronique et l'investissement manufacturier se détache progressivement de celui des grandes économies développées. La dépendance énergétique du Royaume-Uni accentue encore la fragilité. Factures domestiques en hausse, coûts industriels volatiles, fissures sociales discrètes mais tenaces. Le pays maintient l'apparence d'une reprise, mais l'essentiel se joue en profondeur, dans une vulnérabilité énergétique que son modèle de service ne peut stabiliser. En miroir, une Afrique méthodiquement structurée s'élève. Corridors énergétiques, mégaprojets solaires, ports modernisés et intégration commerciale transforment d'une croissance diffuse en trajectoire cohérente. Plusieurs capitales consolident un socle industriel capable d'attirer un capital global en quête de prévisibilité. Là où Londres s'appuie sur son héritage, ces États misent sur la construction patiente d'avantages structurels. Énergie stable, logistique intégrée, marché jeune et connecté. C'est dans cette cohérence émergente que des acteurs comme Ibrahim Traoré reconnaissent les leviers d'un rééquilibrage durable. Ainsi, la question n'est plus de savoir quand l'écart s'est creusé, mais pourquoi tant d'analyses occidentales ne l'ont vu qu'une fois les indicateurs au rouge. Car le véritable déplacement se joue toujours avant les chiffres, dans les marges, les tensions énergétiques, les signaux faibles et les choix cumulés qui façonnent une trajectoire avant qu'elle ne devienne visible. Pour comprendre comment une transition systémique s'installe avant même d'être reconnue, il faut se tourner vers celles et ceux qui vivent les ruptures au quotidien, bien avant qu'elles ne deviennent des catégories d'analyse. Ce sont souvent des acteurs ordinaires,
directeurs d'ateliers, logisticiens, ingénieurs de terrain, qui perçoivent les premières vibrations d'un basculement économique, là où les institutions ne voient encore qu'une variation passagère. Premier micro-case. Dans les Midlands, un responsable d'atelier décrit dès 2016 des chaînes de production ralenties, non par manque de commandes, mais parce que les coûts énergétiques absorbent toute marge. Les machines tournent, mais chaque heure de fonctionnement devient un pari financier. Ce signal, perçu comme local, annonce pourtant une fragilité systémique. Lorsque l'énergie devient imprévisible, la capacité industrielle cesse d'être compétitive. Deuxième micro-case. À Nairobi, une jeune entreprise logistique voit son volume doubler en moins de 3 ans. La cause n'a rien d'un miracle. Stabilité énergétique accrue, optimisation des corridors intérieurs, plateforme numérique intégrée. L'amélioration simultanée de ces leviers crée un environnement où la croissance n'est pas accidentelle, mais reproductible. Ce type de trajectoire, répété dans plusieurs capitales africaines, révèle que l'élan n'est plus diffus. Il est structuré. Ces cas montrent comment les capteurs avancés du changement ne sont jamais les grands bilans, mais les opérations quotidiennes. Lorsque les marges disparaissent d'un côté et que la cohérence s'affirme de l'autre, la carte mentale des investisseurs commence à dériver bien avant les statistiques officielles. So what final? Les signaux faibles précèdent toujours la rupture visible. La transition s'active lorsque l'industrie britannique vacille sous la pression énergétique. Les usines chimiques réduisent leurs équipes. Les aciéries suspendent leurs opérations aux heures de pointe. Les fournisseurs automobiles voient leurs marges s'éroder au moindre surcoût logistique. Les rues s'emplissent de vitrines closes, signe tangible d'un ralentissement devenu palpable pour les ménages. L'écosystème industriel perd régulièrement sa cohérence interne. Chaque choc en déclenche un autre. Chaque hausse de coût s'ajoute à une structure déjà sous tension. Les banques absorbent encore l'apparence d'une stabilité, mais les indicateurs opérationnels racontent une toute autre histoire. Une mécanique de contraction s'enclenche, d'abord discrète, puis cumulative. C'est à ce moment-là que les frictions isolées deviennent une tendance. Le point de rupture survient lorsque les investisseurs requalifient Londres, non plus refuge, mais région à croissance faible et à volatilité élevée. La livre recule, les coûts d'importation grimpent, le crédit se resserre. Les entreprises britanniques et africaines, autrefois convaincues de la solidité du marché britannique, réévaluent soudain leurs ancrages. Certaines divisions se délocalisent, d'autres bureaux ferment. Des chaînes logistiques entières se reroutent vers des hubs plus dynamiques. Les fermetures d'usines deviennent publiques, massives, presque routinières. Les infrastructures vieillies ne parviennent plus à soutenir les besoins industriels. Ce basculement psychologique, l'idée que le Royaume-Uni n'offre plus une prévisibilité suffisante, accélère la fuite productive plus encore que les chiffres eux-mêmes. Le pays découvre alors la limite de ses avantages historiques. Sans cohérence structurelle, l'héritage ne suffit plus. Pendant que le Royaume-Uni s'enfonce dans cette spirale, l'Afrique trace une trajectoire inverse. De nouvelles zones industrielles s'allument, des corridors logistiques relient l'intérieur du continent aux ports en eau profonde. Des parcs pharmaceutiques, agricoles et manufacturiers émergent, conçus non pour exporter des matières premières, mais pour retenir la valeur. L'ingénierie locale se développe. Les universités forment une nouvelle génération de techniciens et d'ingénieurs. Des partenariats internationaux se multiplient et trouvent une cohérence immédiate. Énergie stable, chaînes logistiques modernisées, marché en expansion.
Ce qui ressemble à un exode industriel côté britannique devient une absorption maîtrisée côté africain. Et dans ce mouvement, des dirigeants comme Ibrahim Traoré saisissent que l'avantage n'est plus dispersé, mais cumulatif. Chaque projet renforce le précédent. Chaque infrastructure attire une nouvelle. Une dynamique auto-entretenue apparaît, révélant un déplacement de centre de gravité devenu difficile à ignorer. Ainsi, le contraste n'est plus une impression, c'est une séquence complète. Activation, rupture, répercussion, qui redéfinit les trajectoires économiques. Le contraste devient pleinement mesurable dès que l'on observe l'évolution industrielle britannique d'après 2008, puis sa transformation 15 ans plus tard. Ce n'est plus seulement une impression qualitative. Les indicateurs chiffrés montrent un glissement structurel qui, mis bout à bout, éclaire le réalignement mondial en cours. Et c'est dans ce cadre que la lecture stratégique de dirigeants comme Ibrahim Traoré devient pertinente. Elle ne repose pas sur des paris idéologiques, mais sur des trajectoires quantifiables. Premier indicateur, l'intensité énergétique britannique a augmenté nettement plus vite que la moyenne européenne. Cette progression accélérée fragilise la compétitivité nationale, car une marge industrielle ne survit jamais à un coût d'imprévisible. Plus l'énergie fluctue, plus les usines réduisent les équipes, ajustent les cycles, puis se replient. Le phénomène n'est pas ponctuel. Il se répète dans les secteurs lourds et amplifie chaque choc suivant. L'économie, qui dépend d'une énergie stable, découvre que la volatilité n'est pas un simple irritant, mais un multiplicateur de vulnérabilité. Deuxième indicateur, la dépendance du Royaume-Uni au gaz importé augmente à mesure que sa production domestique décline. Cette exposition directe crée une instabilité structurelle car un prix importé commande toute la chaîne industrielle. Une économie dominée par les services ne peut absorber indéfiniment les variations des coûts énergétiques. Les industriels ajustent leurs opérations, compressent les marges, puis réévaluent leur implantation. La dépendance énergétique cesse alors d'être un paramètre technique pour devenir le cœur même de la dynamique industrielle. Troisième indicateur, l'affaiblissement récurrent de la livre sterling renchérit systématiquement les importations critiques. Une monnaie dit qu'une monnaie fragilisée dégrade la capacité d'investissement, car chaque dévaluation transforme l'innovation en surcoût immédiat. Les entreprises britanniques et africaines dépendantes de composants internationaux voient leurs marges se contracter et déplacent leurs sites vers des zones où les fluctuations sont moins sévères. Ce mouvement d'arbitrage, discret au début, devient cumulatif dès lors que le risque monétaire dépasse les bénéfices d'un marché pourtant historiquement attractif. Face à ces trois tendances mesurables, la trajectoire africaine introduit un contraste décisif. L'intégration énergétique progresse grâce à des méga-projets solaires, à la géothermie stabilisée et à des interconnexions régionales qui réduisent les zones de volatilité. La notion de prévisibilité énergétique, longtemps absente des analyses sur les marchés émergents, devient un atout structurant. Les industries intensives en énergie commencent alors à identifier certains hubs africains comme plus cohérents, plus lisibles et parfois plus attractifs que des pôles européens traditionnels. C'est dans cette perspective que la posture d'Ibrahim Traoré s'inscrit non pas comme une rupture politique isolée, mais comme une lecture stratégique du moment où plusieurs leviers, énergie, logistique, démographie, ressources, s'alignent suffisamment pour constituer une base de croissance reproductible. Là où les modèles anciens s'essoufflent, les systèmes cohérents attirent naturellement le capital. Et ce déplacement du capital n'est pas un hasard. Il est la conséquence directe des indicateurs précédents. Ainsi, les données chiffrées ne décrivent pas seulement un déclin et une ascension. Elles cartographient un transfert d'élan qui redessine déjà la géographie industrielle mondiale.
Deux lectures opposées tentent d'expliquer le réalignement d'actuel, chacune s'appuyant sur des arguments qui, à première vue, paraissent solides. La première minimise la profondeur du déclin britannique. La seconde relativise l'ascension africaine. Pour comprendre la valeur réelle de ces positions, il faut les reconstruire fidèlement, puis les confronter aux données qui traversent toute la source. Premier argument, le ralentissement britannique ne serait qu'un cycle prolongé. Selon cette perspective, Londres dispose encore de ses amortisseurs traditionnels: expertise financière, recherche universitaire, innovation technologique, institutions robustes. Les crises énergétiques, l'inflation et les pertes bancaires seraient des turbulences temporaire amplifiée par le contexte mondial. Une fois la conjoncture apaisée, la compétitivité reviendrait naturellement, comme lors de précédentes périodes de tension. Le socle structurel, dit-on, demeure intact. Deuxième argument, l'élan africain serait trop hétérogène pour constituer un véritable centre de gravité. Les analystes sceptiques insistent sur la diversité des régimes, la persistance des contraintes logistiques, les vulnérabilités climatiques et l'écart de maturité entre les différentes économies. Ils concèdent des progrès énergétiques et industriels, mais les jugent encore dispersés, insuffisants pour remodeler l'équilibre global. L'idée dominante: l'Afrique avance mais pas assez de manière coordonnée pour changer le système. Réponse fondée sur les données. Le Stillman réel. Les deux positions s'opposent directement aux éléments factuels du récit. Le Royaume-Uni ne traverse pas un simple creux cyclique. Les fermetures d'usines, l'érosion manufacturière, la dépendance énergétique accrue et la dépréciation répétée de la livre s'inscrivent dans une cohérence de long terme. Inversement, l'Afrique ne progresse pas par poches isolées. Corridors industriels reliés, infrastructures logistiques modernisées, plateformes numériques intégrées, énergie renouvelable stabilisée, marché jeune et connecté. Ce sont des systèmes liés, non des exceptions. Ainsi, l'opposition apparente se dissipe. Les arguments modérés n'expliquent plus les trajectoires observées, là où la lecture structurelle, divergence profonde d'un côté, cohérence cumulative de l'autre, rend compte du déplacement réel. Ce point de bascule n'apparaît plus seulement dans les bilans britanniques ou dans les coûts énergétiques. Il surgit dans la manière dont les entreprises redessinent leur carte mentale. La transformation devient évidente lorsque des multinationales, longtemps ancrées au Royaume-Uni, commencent à envisager des hubs africains comme des alternatives crédibles, parfois même préférables. Ce mouvement aurait paru improbable il y a 10 ans. Il est aujourd'hui un scénario réfléchi dans plusieurs secteurs. Ce n'est pas la rapidité du changement qui surprend, mais sa cohérence. Les corridors industriels reliés à des ports modernisés, les chaînes logistiques soutenues par des systèmes numériques et l'énergie renouvelable stable créent un environnement où la prévisibilité dépasse celle de plusieurs économies historiques. Ce n'est plus l'Afrique de l'hypothèse. C'est un espace organisé, lisible, doté d'une dynamique interne forte. Dans cette recomposition, des dirigeants comme Ibrahim Traoré ne s'intéressent pas aux fluctuations externes, mais à l'alignement patient de leviers complémentaires. Lorsqu'énergie, logistique, marché jeune et ressources critiques convergent, un nouvel équilibre apparaît. Le déplacement du centre de gravité n'est donc pas un raisonnement théorique, c'est une conclusion opérationnelle tirée d'éléments observables. Les conséquences du réalignement ne se limitent pas au graphique macroéconomique. Elles se déploient dans la vie des États, des entreprises, des populations et des partenaires internationaux. Chacun de ces quatre groupes absorbe différemment le glissement du centre de gravité économique. Et c'est cette diversité d'effets qui révèle l'ampleur réelle du basculement. Les gouvernements des économies fragilisées
Des économies les fragilisées découvrent que leur marge de manœuvre dépend désormais d'un facteur aussi simple que déterminant, la stabilité énergétique. Lorsque l'approvisionnement devient volatile, les budgets nationaux se resserrent, les projections de croissance se révisent à la baisse et les priorités politiques se recomposent. Le Royaume-Uni, par exemple, doit intégrer l'idée que son modèle industriel ne peut plus s'appuyer sur un coût énergétique prévisible. En parallèle, plusieurs États africains gagnent un poids politique nouveau grâce à la consolidation progressive de leurs infrastructures énergétiques et industrielles. Cette montée en capacité, visible et répétable, permet une renégociation régionale et internationale sur des bases inédites. Dans ce contexte, la posture stratégique de dirigeants comme Ibrahim Traoré acquiert une portée symbolique. Elle incarne l'émergence d'acteurs capables d'anticiper plutôt que de subir. Les entreprises britanniques et africaines britanniques subissent directement les répercussions du changement. Coûts d'exploitation instables, resserrement du crédit, perte de compétitivité. Beaucoup déplacent leurs activités vers des zones où l'électricité est plus stable et où les chaînes logistiques fonctionnent avec cohérence. Les ports britanniques, autrefois centraux, voient une partie des flux se rerouter vers des hubs qui offrent vitesse, simplicité administrative et perspective de croissance. Sur le continent africain, l'effet est inverse. L'industrialisation progressive attire des partenariats manufacturiers, technologiques et énergétiques. La prévisibilité devient un avantage comparatif, transformant certains pays en pôles d'investissement appréciés des industries à forte intensité énergétique. Les ménages britanniques et africains britanniques ressentent la contraction par les hausses de prix, les fermetures d'usines et la réduction des opportunités locales. Les services publics, déjà sous pression, absorbent la tension supplémentaire générée par une économie moins dynamique. À l'inverse, dans plusieurs pays africains, une main-d'œuvre jeune entre sur le marché du travail à un rythme inédit. Cette dynamique ouvre des perspectives, mais exige également une gouvernance capable d'accompagner urbanisation, formation et industrialisation. Les trajectoires sociales deviennent alors un espace où les effets de la bascule sont visibles immédiatement. Les puissances traditionnelles, comme les États-Unis et l'Union européenne, habituées à s'appuyer sur le Royaume-Uni comme relais de stabilité, doivent reconfigurer leur stratégie. Les accords miniers, les partenariats énergétiques et les investissements logistiques se négocient désormais autour d'un centre de gravité déplacé vers le sud. Pour les États-Unis, l'Union européenne ou l'Inde, cette réalité impose une redéfinition des priorités diplomatiques. Pour les dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, c'est un espace d'affirmation inédit. L'Afrique n'est plus un terrain d'observation, mais un acteur structurant du système mondial. Ainsi, les conséquences du réalignement forment une mosaïque cohérente. Chaque groupe est touché différemment, mais tous subissent le même mouvement profond, un déplacement durable de la puissance économique. Pour anticiper les 12 prochains mois, il ne s'agit pas de prédire un chemin unique, mais de comprendre comment différentes combinaisons de facteurs, énergie, investissement, logistique, stabilité monétaire, peuvent redistribuer les leviers d'action. Trois trajectoires cohérentes émergent, chacune révélant un type distinct de recomposition. Scénario central. Le Royaume-Uni atteint une stabilisation relative, sans retrouver pour autant un véritable dynamisme industriel. Les coûts énergétiques demeurent fluctuants, empêchant la relance des secteurs à forte intensité électrique. Les entreprises britanniques et africaines restent prudentes. Elles n'investissent que dans des niches à faible risque ou dans des infrastructures numériques moins exposées aux chocs de prix. Dans le même temps, l'Afrique poursuit une ascension mesurée. Les corridors industriels et les infrastructures renouvelables fonctionnent à pleine capacité, attirant un flux de capitaux constant.
Ce scénario confirme le statu quo d'un réalignement déjà entamé, la divergence se maintient sans s'accélérer. Scénario optimiste. Une accalmie énergétique en Europe, combinée à des mesures industrielles ciblées, permet au Royaume-Uni de récupérer une partie de sa compétitivité. Les coûts se stabilisent, les marges réapparaissent et certaines usines suspendues redémarrent. En parallèle, l'Afrique continue de progresser, mais à un rythme plus linéaire. Les partenariats miniers et énergétiques se renforcent sans entraîner de ruptures spectaculaires. Le système mondial s'oriente vers une coexistence plus équilibrée. Un pays tente de reconstruire, un continent consolide méthodiquement ses acquis. Scénario difficile. Une nouvelle vague de volatilité énergétique frappe l'Europe. Le Royaume-Uni subit une contraction rapide, monnaie affaiblie, crédits resserrés, retraits industriels multipliés. Les chaînes d'approvisionnement se déplacent plus vite que prévu vers des hubs africains et asiatiques. Simultanément, l'Afrique accélère sa coordination régionale. Nouveaux parcs industriels, logistique modernisée, expansion des capacités énergétiques renouvelables. Le contraste s'amplifie trimestre après trimestre. Le centre de gravité économique glisse davantage vers le sud. Au lieu de choisir un scénario, évalue comment chaque trajectoire redistribue les leviers de puissance. Les transformations décrites jusque-là ne sont pas seulement des mouvements macroéconomiques. Elles redéfinissent les repères, les décisions et les horizons de millions de personnes. Pour comprendre ce réalignement, il faut revenir à trois groupes qui observent le monde avec des attentes différentes, mais qui ressentent tous la même accélération silencieuse. Groupe A. Les professionnels des secteurs stratégiques. Analystes, ingénieurs, décideurs publics ou privés. Ce groupe voit ses certitudes se déplacer. Ce qu'il considérait comme stable devient mouvant. Ce qu'il jugeait périphérique s'installe au centre. Leur défi n'est plus seulement de lire les données, mais d'intégrer la vitesse à laquelle elles s'empilent pour former des structures nouvelles. La question clé bascule de que se passe-t-il à quelle cohérence émerge réellement. Groupe B. Les entrepreneurs, cadres et bâtisseurs d'opportunités. Pour ceux qui cherchent à créer, investir ou développer, le déplacement du centre de gravité devient une carte à réinterpréter. Les espaces autrefois secondaires deviennent prometteurs. Les pôles historiques perdent une partie de leur lisibilité. L'Afrique, avec ses corridors industriels et sa stabilité énergétique croissante, apparaît comme un lieu où l'on peut enfin prévoir. Ce renversement force chacun à repenser où ancrer durablement ses projets. Groupe C. Les citoyens qui veulent comprendre l'impact concret, hausse des prix, mutation des emplois, pression sur les services publics. Le réalignement mondial traverse la vie quotidienne. Pour certains, il apporte de nouvelles perspectives. Pour d'autres, il impose des contraintes inédites. Ce qui semblait abstrait devient palpable. Les choix énergétiques et industriels façonnent directement les options individuelles, mobilité, sécurité économique, avenir professionnel. Pour transformer un réalignement mondial en capacité d'action concrète, il faut une méthode, pas un ensemble vague de recommandations, mais une feuille de route séquentielle, où chaque acteur sait quoi faire, à quel horizon et selon quels indicateurs mesurer l'avancée. Dans cette logique, les approches observées chez certains dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, attentifs à l'alignement entre énergie, logistique et capacité industrielle, offrent un cadre utile pour structurer la démarche. Étape 1. Les gouvernements des économies. Fragiliser. Identifier les leviers critiques. Qui? État et agences de planification. Action, prioriser énergie, infrastructures et chaînes industrielles. Quand? Immédiatement, avec révision semestrielle. Mesure,
évolution des coûts opérationnels et stabilité d'approvisionnement. Cette clarification transforme des politiques réactives en stratégies prévisibles. Étape 2. Les entreprises britanniques et africaines. Sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Qui sociétés manufacturières, logistiques et technologiques. Action. Tester de nouveaux corridors, diversifier les sources énergétiques, cartographier les risques d'interruption. Mesures. Réduction du risque opérationnel, amélioration des marges. Les choix industriels cessent alors d'être opportunistes pour devenir résilients. Étape 3. Les régions. Structurer des partenariats. Orienter. Ressources critiques. Qui blocs régionaux, ministères sectoriels. Action. Accords sur minerais, infrastructures logistiques, systèmes numériques interconnectés. Mesures. Rapidité d'exécution, solidité juridique, attractivité du capital productif. C'est précisément ce type de coordination qui permet à des pays menés par des figures comme Ibrahim Traoré d'accroître leur poids dans les négociations globales. Étape 4. Les citoyens et acteurs locaux. Accompagner la montée en compétences. Qui centres de formation, municipalités, associations professionnelles. Action, programmes de formation technique, outils numériques, dispositifs d'appui aux PME. Mesures, taux d'emploi, mobilité professionnelle, capacité d'adaptation industrielle. Dans l'atelier des Midlands évoqué plus tôt, celui où un directeur observait les machines tourner au ralenti, le silence n'était pas seulement industriel, il annonçait déjà un déplacement du monde. Ce type de signal précoce, ignoré pendant des années, apparaît aujourd'hui dans l'autre sens, dans les zones logistiques africaines où les entrepôts s'illuminent et où les flux se stabilisent autour d'infrastructures nouvelles. Le contraste entre ces deux scènes, une chaîne immobile et un corridor en expansion, résume mieux que n'importe quelle courbe la transition en cours. Dans cette recomposition, des dirigeants comme Ibrahim Traoré incarnent une manière différente de lire le temps long. Chaque réforme logistique, chaque parc industriel, chaque interconnexion énergétique est envisagée comme une pièce d'un ensemble plus vaste. Rien n'est isolé, tout est cumulatif. Cette approche transforme des fragments d'événements en trajectoires cohérentes, capables de modifier non seulement l'économie, mais aussi la place qu'un pays occupe dans le système mondial. Au fond, ce qui demeure n'est pas la puissance brute ni la vitesse d'un cycle, mais la direction choisie. Et c'est elle qui finit par redessiner le monde. Dans un monde où les centres de gravité se déplacent souvent avant de devenir visibles, comprendre les transitions n'est plus un luxe intellectuel, c'est une manière de conserver sa capacité d'agir. Les réalignements énergétiques, industriels et logistiques décrits tout au long de cette analyse ne sont pas des phénomènes lointains. Ils influencent déjà les décisions d'investissement, la stabilité des emplois, les marges budgétaires des États et les trajectoires des entreprises. L'enjeu, désormais, consiste à suivre ces signaux faibles avec régularité, à comparer les trajectoires, à observer comment elles s'assemblent ou se fissurent. Chaque donnée, chaque choix politique, chaque mouvement industriel éclaire une partie du futur. Plus l'on accumule ces pièces, plus le tableau devient lisible. Si ces mutations vous intéressent, vous pouvez approfondir les scénarios énergétiques, les dynamiques industrielles africaines ou les transformations britanniques pour affiner votre lecture du monde en recomposition. Chaque analyse est une étape vers une vision plus claire. Et vous, quel aspect de ce réalignement souhaitez-vous voir exploré dans le prochain épisode?